22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré le président français Emmanuel Macron pour renouveler le partenariat en matière de défense. Et des milliers de manifestants anti-Netanyahou ont manifesté autour du Capitole à Washington, aux États-Unis. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été chaleureusement accueilli à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron pour une rencontre de haute importance marquant la finalisation et la signature officielle d'un nouveau traité de défense entre les deux nations. À son arrivée à l'Élysée, le président Guelleh a été accueilli par Emmanuel Macron, dont le sourire et la chaleur de l'accueil traduisaient la qualité des relations franco-djiboutiennes. Dès les salutations protocolaires échangées, les chefs d'État, dans une atmosphère empreinte de cordialité et de respect mutuel, ont engagé un entretien à huis clos, symbolisant la profondeur et la confidentialité de leurs discussions. Cette première phase de la rencontre a été suivie par une réunion de travail élargie, réunissant les délégations respectives des deux pays. Les échanges ont porté sur des sujets d'une grande envergure, notamment les principaux projets économiques en cours, avec un accent particulier sur la construction d'un nouvel aéroport international à Djibouti. Cette réunion de travail a été marquée par une atmosphère studieuse et constructive, les deux présidents partageant une vision commune de l'avenir de la coopération entre les nations. Ils ont passé en revue l'ensemble des projets stratégiques témoignant d'une volonté réciproque d'approfondir les liens économiques et de renforcer la coopération en matière de défense. Cette démarche s'inscrit dans la continuité des précédentes rencontres, notamment la visite de Macron à Djibouti en mars 2019 et celle du président Guelleh à Paris en février 2021. Après la réunion élargie, sous les lustres majestueux de l'Élysée, le nouveau traité de défense a été paraphé avec une solennité propre à l'événement, scellant ainsi un partenariat stratégique renforcé, témoignant de la confiance et de l'amitié entre Djibouti et la France. La dite cérémonie empreinte d'une solennité respectueuse a été un moment de haute symbolique, marquant un jalon historique dans les relations bilatérales entre les deux nations. Ce moment marqué d'une couleur blanche a illustré non seulement la solidité des relations bilatérales, mais aussi un engagement mutuel à œuvrer pour la paix et le développement durable. Les sourires échangés, les regards complices et les poignées de main fermes ont traduit une volonté commune de bâtir un avenir serein, prospère pour leurs peuples respectifs. Les discussions franches ouvertes ont permis de jeter les bases d'une collaboration renforcée où chaque décision prise résonne comme un écho de confiance réciproque. Aujourd'hui, le développement de cette coopération témoigne d'une relation bilatérale riche et prometteuse. Dans l'actualité, toujours faisant suite à la retraite organisée du 24 au 26 juillet à Djibouti dans le cadre de la résolution du conflit au Soudan, le Premier ministre, chef du gouvernement par intérim, Abdelkader Kamil, a reçu consécutivement la délégation du Qatar, conduite par le ministre d'État aux Affaires étrangères, Sultan bin Saad, ainsi que la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite, conduite par le vice-ministre aux Affaires étrangères, Walid bin Abdelkarim Al-Khoureiji. En effet, les échanges ont porté sur la stratégie de coopération et le planning des événements à venir dans le cadre de la résolution du conflit au Soudan. Aussi, ces visites de courtoisie s'inscrivent dans le cadre des échanges réguliers permettant d'assurer la cohérence des initiatives en faveur d'un Soudan pacifié. De plus, ces dernières rencontres marquent les efforts des gouvernements et des organisations internationales et régionales, notamment le processus de Jeddah pour la promotion de la quête d'une paix régionale durable. Ces réceptions ont également été marquées par la présence du secrétaire général de la primature, du chef du cabinet et du directeur du département au ministère des Affaires arabes et de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar. Dans une nouvelle initiative visant à mettre fin à la guerre au Soudan, les travaux d'une importante conférence pour les partenaires régionaux et internationaux ont débuté ce matin au Djibouti Palace Kempinski afin de renforcer les efforts de paix au Soudan. Présidé par le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, en présence des délégations des pays arabes, de la Ligue arabe, des Nations unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne ainsi que de nombreux pays du continent africain. Djibouti, qui assure actuellement la présidence de l'IGAD,
espère que ces réunions aboutiront à des résultats positifs, mettant fin aux souffrances du peuple soudanais. Cette conférence de 2 jours fait suite à une rencontre des acteurs internationaux et régionaux visant à renforcer la coordination des initiatives et des efforts de paix au Soudan, qui s'est également tenue hier au Kempinski. La conférence internationale de Djibouti vise à obliger les parties au conflit à ouvrir des voies pour l'acheminement, la sécurisation et la distribution de l'aide humanitaire, ainsi qu'à fournir la protection nécessaire aux civils et à parvenir à un cessez-le-feu urgent. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, avait annoncé ces réunions lors du sommet de l'Union africaine au Ghana, affirmant que la situation au Soudan est au bord de l'effondrement, ce qui nécessite une action rapide de la part de la communauté internationale pour résoudre la crise entre l'armée et les forces de soutien rapide qui dure depuis avril de l'année dernière. Et durant cette réunion, le représentant de la Ligue des États arabes a prononcé un discours dans lequel il a transmis les salutations du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Dr Ahmed Ould-Qeit, ainsi que ses souhaits de succès et de réussite pour cette première rencontre de ce type. Il a souligné que les discussions reflétées dans le communiqué final de la première réunion qui s'est tenue à la Ligue des États arabes le 12 juin dernier, ainsi que dans la réunion consultative, montrent que la question de rétablir la paix et la stabilité au Soudan nécessitait des discussions plus approfondies et régulières entre tous pour atteindre l'harmonie et la cohésion. De son côté, le représentant de l'Union européenne a indiqué que les dangers résultant de la crise soudanaise ont un impact négatif tant au niveau régional qu'international. Cette guerre peut mettre en péril la souveraineté et l'intégrité territoriale du Soudan et elle continue à affecter la région de la Corne de l'Afrique ainsi que la mer Rouge. Nous sommes conscients, a indiqué le représentant de l'Union européenne, que la moitié du peuple soudanais est confronté à une crise humanitaire. Il est donc impératif que nous unissions nos forces pour redonner espoir au peuple soudanais, a indiqué le représentant de l'Union européenne. Et le représentant des Nations Unies a rappelé que le peuple soudanais faisait face à une grande souffrance et qu'il fallait partager avec eux cette souffrance. La guerre qui a éclaté en avril de l'année dernière et qui nous a tous surpris est affectée profondément. De nombreuses initiatives proposées n'ont pas donné les résultats escomptés. L'objectif suprême de cette conférence doit être avant tout de créer une compréhension générale parmi les acteurs concernés et de donner la priorité à la recherche de solutions appropriées à la crise du Soudan, a indiqué le représentant des Nations Unies. Suivons à présent l'intervention du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement. Est situé au cœur de l'Afrique subsaharienne, bordé de 7 pays avec une côte donnant sur la mer Rouge. Le caractère hautement stratégique de ce pays frère, au carrefour des cultures arabo-africaines, devrait nous interpeller tous, eu égard aux risques gravissimes encourus par tous les pays de la région en matière de stabilité et de sécurité si l'anarchie s'installait durablement au Soudan. D'ores et déjà, l'afflux massif des réfugiés soudanais en Égypte, en Éthiopie, au Tchad, au Sud-Soudan, en Érythrée, en Centrafrique, représente un très lourd fardeau à porter pour tous ces pays déjà confrontés à leurs propres défis socio-économiques. Djibouti reste convaincu que l'unité d'objectifs et de vision des parties prenantes externes au Soudan aura un impact extrêmement positif sur l'évolution de la situation à l'interne. D'où l'importance cruciale d'une consultation et d'une coordination effective entre les médiateurs et les différentes initiatives.
Dans l'actualité, toujours à l'issue d'une cérémonie officielle, le directeur général de la Poste de Djibouti ainsi que le directeur général de l'agence de réhabilitation Aroulos ont scellé un partenariat prometteur visant à améliorer les services offerts aux citoyens dans le domaine de l'urbanisme et du logement social. En présence du directeur général de l'ANSSI, partenaire de la Poste de Djibouti dans la mise en place du centre de services aux citoyens. Et dans le cadre de cette collaboration fructueuse, la Poste de Djibouti s'engage à fournir à Aroulos une gamme étendue de services facilitant les démarches administratives des usagers. Ce partenariat stratégique témoigne de l'engagement des deux entités à collaborer en vue d'optimiser l'efficacité des services urbains et sociaux offerts à la population. Et il reflète également leur volonté commune de répondre aux besoins croissant des citoyens en matière d'accès à des solutions rapides et fiables. Les équipes d'Aroulos et de la Poste de Djibouti sont impatients de mettre en œuvre ces nouvelles initiatives au bénéfice de la communauté, renforçant ainsi leur contribution à la construction d'une société plus inclusive et prospère. Suivant à présent l'intervention du directeur de l'Agence nationale de la sécurité de l'information. Particulièrement ravi aujourd'hui de participer à cette cérémonie de signature de convention entre l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social et la Poste de Djibouti au Centre de services aux citoyens d'Anguela. La Poste de Djibouti et Aroulos ont uni leurs forces pour améliorer l'accessibilité et l'accès et l'efficacité de nos services publics à travers la mise à disposition de certains types de documents administratifs au sein du Centre de services aux citoyens. Le Centre de services aux citoyens, inauguré en août 2023 par le ministre des Télécommunications, chargé des Postes et des Télécommunications, et le secrétaire général du gouvernement, a vocation de servir de guichet unique d'accès aux services publics en fournissant plusieurs démarches administratives. Il symbolise notre détermination à innover, à nous adapter aux défis de demain et à placer les citoyens au cœur de nos préoccupations. Ainsi, cette convention représente bien plus qu'un simple accord administratif. Elle incarne notre volonté commune de mettre la technologie au service du bien-être de nos concitoyens et illustre la parfaite complémentarité de nos missions respectives entre l'Agence nationale des systèmes d'information, l'Aroulos et la Poste de Djibouti. Et de son côté, le directeur général de l'agence Aroulos a félicité et remercié la Poste de Djibouti pour tout le travail accompli. Suivant à présent l'intervention du directeur général de la Poste de Djibouti. L'agence de Anguela qui abrite le premier centre de services aux citoyens, mais c'est aussi l'utilisation de toutes les agences de la Poste qui en possède 5 dans la capitale et 5 dans les régions. Donc nous remercions déjà infiniment toute l'équipe de Aroulos, en premier lieu le directeur général, son ministère de tutelle, parce que ce sont des mois de négociation, ce sont des mois où chaque détail a été vu pour permettre aux Djiboutiens d'avoir le meilleur service possible sans faire des kilomètres. Nous remercions bien entendu l'Agence nationale des systèmes d'information et son directeur général qui, eux, ont permis de mettre en place tout l'aspect technique en termes de logiciels et en termes de plateforme. Et enfin, nous remercions bien entendu notre ministère de tutelle et le ministre en premier lieu parce qu'il a cru en nous, parce qu'il a fait du lobbying pour nous, parce qu'en dernier, on va dire que la Poste, ce n'est pas que du courrier. Donc nous essayons aussi de permettre aux gens, aux Djiboutiens, d'avoir accès à des services publics administratifs efficaces et qui ne sont pas loin de leur domicile. Nous essayons, tant que faire se peut, à atteindre ces objectifs-là. Et je remercie particulièrement les cadres de Aroulos qui ont cru en nous, qui ont permis, qui nous ont dit « on vous fait confiance, on signe avec vous ». Donc merci encore. Et j'attends avec impatience les autres départements et les autres services publics pour leur dire que la Poste est à leur disposition pour permettre en dernier lieu aux citoyens, pour permettre de faciliter, on va dire, la vie de tous les jours des citoyens. Merci.
Une cérémonie de clôture combinée du 12e stage international de perfectionnement enquêteur et du 2e stage fraude documentaire conduite à l'EI3PJ a eu lieu donc au centre de conférence du CICM hier. La première formation qui s'est tenue à l'EI3PJ du 16 juin au 24 juillet, 6 semaines, a rassemblé 18 stagiaires des forces de sécurité de 9 pays amis. Et la seconde formation interne, quant à elle, a regroupé pendant une semaine 16 stagiaires des forces de sécurité et des services des douanes. Présidé par le procureur général par intérim, l'événement a vu la participation de plusieurs hauts responsables et officiers de la gendarmerie nationale. À cette occasion, les majors de promotion des stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et les insignes de l'école des mains des officiels présents. Ainsi, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Place aux interventions à présent. Écoutons en premier l'intervention du président de cette promotion, Boniface Gantin. En qualité de président de la 18e promotion perfectionnement enquêteur, c'est pour moi un honneur et un privilège en ce jour mémorable de cérémonie solennelle de remise de diplôme de prendre la parole pour passer le message des stagiaires. Il y a 6 semaines, jour pour jour, nous, 18 stagiaires venant de 9 pays, y compris le pays hôte, le Bénin, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, la Côte d'Ivoire, Djibouti, notre pays hôte qui nous accueille, la Guinée-Conakry, le Madagascar, l'Union des Comores. Débutions ici à l'EI3PJ dans ce prestigieux temple de savoir-faire professionnel, fruit de l'amitié et de la coopération franco-djiboutienne, notre stage de perfectionnement enquêteur. Pendant la formation, d'importants cours accompagnés par la pratique ont été enseignés, notamment dans les domaines tels que la déontologie, la méthodologie de l'enquête, les investigations judiciaires, la téléphonie dans l'enquête judiciaire, l'enquête préliminaire, l'enquête de flagrance, la commission rogatoire, la rédaction des actes d'enquête, l'observation, surveillance et filature, la gestion d'une scène de crime, l'ordre initial d'interpellation de mise en cause, les techniques d'audition de mise en cause, la méthode Progrea, qui est une nouvelle méthode qu'on nous a enseignée ici, et la police technique et scientifique, pour ne citer que ceux-là. Sans oublier, bien sûr, les concepts clés relatifs à la police judiciaire, suivis des cas pratiques. Nous parlons de la découverte de cadavres.
Vive la coopération franco-djiboutienne, vive l'œil 3PJ. Je vous remercie. Suivons à présent l'intervention du directeur de l'école, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce centre somptueux de conférences. À l'EI3PJ, nos instructeurs ont déjà commencé à dispenser ces nouvelles formations en cybercriminalité et en fraude documentaire, dont nous sommes ce matin réunis pour célébrer la fin de 2 formations distinctes, perfectionnement enquêteur et la fraude documentaire, qui ont duré successivement 6 semaines et 1 semaine. Cette formation a suscité l'engagement et le déploiement des équipes spécialisées, comme l'unité chargée de l'observation et la filature pour tracer les itinéraires empruntés par les suspects à l'aide d'un GPS, mais aussi le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale ou les raids de la police nationale pour l'arrestation du principal auteur. Je voudrais aligner, au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, quelques remerciements pour dire un grand merci au président de la République pour sa contribution et son soutien à accepter et à approuver la création et l'implantation de ce centre d'excellence au PK23 et plus particulièrement au centre d'instruction Cheikh Moussa. À l'égard du colonel Laurent Le Goff, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, j'exprime ma gratitude à la République française pour son appui constant à l'EI3PJ. J'exprime également mes sincères remerciements à la Première Dame, présidente de l'Union des femmes djiboutiennes, pour la mise à disposition des expertes de cette institution lors de nombreuses interventions réalisées au profit des stagiaires de l'EI3PJ. Je salue et remercie également toutes les organisations nationales et internationales. Sur ce, Mesdames et Messieurs, je vous remercie gracieusement de votre attention. Et c'est le procureur général par intérim, Ibrahim Hussein, qui a clôturé la série des interventions lors de cette cérémonie. On l'écoute. J'ai l'immense plaisir d'assister aujourd'hui à la cérémonie de clôture conjointe regroupant le stage de perfectionnement enquêteur composé de 18 stagiaires et une formation intitulée fraude documentaire relative aux faux documents. La falsification et la contrefaçon composée de 16 stagiaires. Le stage de perfectionnement enquêteur a duré 6 semaines avec un thème pratique d'enlèvement, puis de séquestration et suivi d'un homicide. Bien entendu, après avoir vu et avoir décliné toutes les phases de l'enquête, c'est-à-dire la constatation, l'investigation, l'interpellation et l'audition, et le procès-verbal de synthèse, surtout, doit être clair et bien fait. Lors de cette formation, vous avez eu la chance de pouvoir pratiquer plusieurs phases et plusieurs sujets qui vous ont été faits au cours de ce stage. Quant à la formation intitulée fraude documentaire, qui a duré 1 semaine et qui a regroupé 16 stagiaires, le faux usage de faux est très fréquent dans tous les pays.
Cette altération frauduleuse de la vérité est de nature à causer un préjudice important pour établir la preuve et d'un droit et d'un fait ayant des conséquences juridiques sont dramatiques. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que je suis heureux de constater que dans cette école, l'ingénieuse idée de rejoindre à ces officiers de police judiciaire, comme le disait si bien le directeur de l'école, qu'on a joint des agents de douane, qu'eux aussi sont habilités et leur fonction première est de constater le faux et la contrefaçon pour lutter nuit et jour sur tous les fronts. Mesdames et messieurs, vu la croissance des enquêtes criminelles, les deux thèmes retenus lors de cet séminaire de stage sont d'une importance capitale. Ainsi, cette école a démontré un savoir-faire de qualité. Espérons que les stagiaires mettront à profit les connaissances acquises durant ces deux formations dans leurs pays respectifs. Je n'oublierai pas de vous souhaiter à chacun d'entre vous un bon retour et d'avoir gardé une bonne image de pays hôte. Je ne manquerai pas de féliciter l'ensemble des formateurs qui ont, avec un certain professionnalisme, dispensé leur savoir-faire dans les domaines respectifs. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Et du sport à présent, la Fédération djiboutienne de natation a effectué une visite significative dans la ville de Tadjoura dans le cadre de sa tournée régionale, marquant une étape décisive dans ses efforts pour solidifier les relations avec les autorités et promouvoir le développement de la natation. Cette audience a été suivie par une réunion de travail constructive avec le vice-président du conseil régional. Ces dialogues ont permis aux représentants de la Fédération d'appréhender les réalités locales tout en abordant les défis et les opportunités spécifiques à la région en collaborant avec la Ligue régionale de natation. Les principaux objectifs de cette rencontre comprenaient notamment la consolidation de la collaboration avec les ligues régionales, la promotion de la natation auprès des autorités locales ainsi que la présentation des initiatives de développement prioritaires pour Tadjoura. Rencontré le vice-président Abdelkader qui assure l'intérim. Nous avons eu un accueil chaleureux, objectif, nous avons eu des échanges objectifs. Tout à l'heure aussi, nous avons vu le préfet. Et toute la région nous a accueillis. Et d'ailleurs, j'ai à mes côtés le président de la fédération, le nouveau président, mais surtout le président de la Ligue régionale. Et comme il vient de le dire, c'est la continuité. L'ex-président et son équipe avaient fait un travail remarquable. Nous aussi, maintenant, nous allons nous atteler à faire encore mieux et surtout à faire briller, comme il se doit, les villes régionales de Djibouti et de toutes les régions aussi. Voilà. Donc, nous vous remercions de votre attention. En nouvelles du monde à présent, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier autour du Congrès américain à Washington pour protester contre le discours du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et pour réclamer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza dévastée par plus de 9 mois de guerre. La manifestation a attiré une foule diverse, unie par la colère et la frustration face à la politique américaine envers Israël et Gaza. Les manifestants brandissaient des affiches représentant Netanyahou tel un criminel recherché portant l'inscription « Arrêtez ce criminel de guerre ». La tension a monté d'un cran lorsque des manifestants ont tenté de bloquer le passage du convoi de Netanyahou, entraînant des heurts légers avec la police. Les forces de l'ordre ont rapidement contenu la situation, mais l'incident a souligné l'intensité des émotions et la détermination des manifestants à se faire entendre. Et enfin, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, a rapporté que plus de 700 millions de personnes pourraient avoir souffert de la faim en 2023. Dans son rapport annuel sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, publié hier, la FAO indique que la situation reste largement inchangée par rapport à l'année précédente. La faim touche une personne sur 5 en Afrique, avec une aggravation notable sur ce continent. Dans certaines régions du monde, comme le Soudan ou la bande de Gaza, les conflits ont considérablement aggravé la crise alimentaire. Le rapport anticipe que 582 millions de personnes, principalement en Afrique, seront chroniquement sous-alimentées d'ici à 2030. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.